Le gouvernement rassure le marché mondial sur l'absence totale de résidus chimiques dans les durians thaïlandais. Le gouvernement a rassuré le marché mondial en affirmant que les durians thaïlandais sont 100% exempts de résidus chimiques, en particulier du colorant basique Yellow2, BY2, et a déclaré qu'il s'attend à exporter 950 000 tonnes vers la Chine, les États-Unis, l'Europe et l'Inde cette année. Le ministre du Commerce, Pichai Naritaphan, a assuré que les exportations de durians thaïlandais restent non contaminées et exemptes de résidus chimiques. La question de l'utilisation de produits chimiques a provoqué une perte de confiance de certains consommateurs chinois envers les durians thaïlandais. L'année dernière, des inquiétudes ont été soulevées concernant la présence de cadmium. Cette année, c'est l'utilisation de BY2, une substance colorante alimentaire cancérigène, qui suscite des préoccupations, a-t-il déclaré jeudi. Le ministre a expliqué que le ministère a défini sa stratégie de gestion des fruits pour 2025, qui comprend cette mesure clés axée sur le contrôle de la qualité et la prévention de la contamination chimique, en particulier concernant les résidus de BY2. Les autorités de la province de Chantaburi ont mis en place des protocoles rigoureux de nettoyage et d'inspection pour garantir l'absence de résidus dans les durians. Mercredi, M. Pichai a rencontré le gouverneur de Chantaburi, Monsi Pesantanawa, et plusieurs agences gouvernementales. Le ministère prévoit de collaborer avec l'ambassade de Chine pour effectuer des inspections sur site dans la province afin de renforcer la confiance du marché mondial. Il a indiqué avoir discuté avec Wu Jiwu, ministre conseiller de l'ambassade de Chine, pour insister sur le processus rigoureux d'inspection en Thaïlande avant l'exportation. Il a également demandé à la Chine d'alléger ses contrôles à l'importation en réalisant des inspections aléatoires plutôt que systématiques. Cette approche vise à éviter les retards et la détérioration potentielle des cargaisons de durians, a-t-il déclaré. Il semblerait que la Chine ait commencé à assouplir ses inspections sur les durians thaïlandais, aucune contamination n'ayant été signalée au cours du mois dernier. Pour renforcer davantage la confiance, M. Pichai a invité M. Jiwu et des responsables chinois à visiter Chantaburi pour vérifier la qualité des durians sur place. Avec une production de durian qui devrait augmenter de 37% pour atteindre 1,76 million de tonnes en mai, le ministère du Commerce surveille de près les tendances des exportations. La stratégie du ministère inclut une expansion des marchés domestiques et internationaux, des améliorations de la chaîne d'approvisionnement et une application rigoureuse des réglementations. Des efforts sont également en cours pour étendre les exportations de fruits thaïlandais vers les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde, avec un objectif d'au moins 950 000 tonnes représentant une valeur de plus de 10 milliards de bahts, a-t-il déclaré. La prochaine visite du Premier ministre indien en avril comprendra des discussions sur l'augmentation des exportations de fruits thaïlandais vers l'Inde. Le ministère cherche également à obtenir une certification d'indication géographique, IG, pour les durians thaïlandais. Santi Promfa nie toute implication dans l'achat controversé du SKYY9 Centre par le Bureau de la Sécurité sociale. Santi Promfa, ancien vice-ministre de la Santé publique et ancien chef adjoint du parti Palam Pracharat, PPRP, a nié toute implication dans l'achat controversé du SKYY9 Centre sur Rama 9 Road par le Bureau de la Sécurité sociale, SSO. Il répondait à des questions concernant le rôle de son fils, Patana Promfa, un dirigeant de la société Watergate Pavilion Co., qui avait acheté le bâtiment en 2017 avant de le revendre à une autre entreprise, laquelle l'a ensuite vendu au fonds de fiducie du SSO pour environ 7 milliards de bahts. Jeudi, M. Santi a déclaré qu'il n'avait jamais parlé à Suchar Chonklin, ancien membre du PPRP, même lorsqu'il faisait partie du même parti. M. Suchar, actuellement vice-ministre du Commerce, était ministre du Travail à l'époque où le SSO aurait déboursé environ 7 milliards de bahts provenant des fonds de la Sécurité sociale pour acheter le bâtiment. Le SSO dépend du ministère du Travail. Mardi, M. Suchar a demandé à son avocat de déposer une plainte en diffamation contre 2 députés du Parti du Peuple, PP, qu'il avait publiquement accusés d'une possible implication dans cette transaction, réclamant 50 millions de bahts de dommages et intérêts. De son côté, M. Santi a affirmé qu'il ignorait à l'époque que le SSO était intéressé par l'achat du bâtiment, insistant sur le fait qu'il n'y avait aucun accord politique secret derrière cette transaction, contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias. Il a également nié toute implication avec Agrescent Co., la société qui a acheté le bâtiment à l'entreprise de son fils pour 2 milliards de bahts avant de le revendre au fonds de fiducie du SSO.
Monsieur Santi a confirmé la rumeur selon laquelle le bâtiment SKYY9 avait été envisagé pour devenir le siège du PPRP avant que des investisseurs étrangers ne fassent une offre d'achat, poussant son fils, Monsieur Patana, à décider de le vendre à la place. Selon Monsieur Patana, Agresson & Co faisait partie de plusieurs entreprises intéressées par l'achat du bâtiment en 2019, 2 ans après que son entreprise, Watergate Pavilion Co, l'avait acquis auprès de la Bangkok Commercial Asset Management, BAM. Il a ajouté que ni lui ni son entreprise n'étaient impliqués dans la revente ultérieure du bâtiment par Agresson & Compagnie. Il a également précisé qu'il n'était pas au courant que le bâtiment avait changé de propriétaire jusqu'à ce qu'il apprenne récemment, par les médias, les controverses entourant l'achat du bâtiment par le SSO. Bien qu'il ait déclaré croire au potentiel du bâtiment en raison de son emplacement stratégique, il a refusé de commenter si le montant de 7 milliards de bas payés par le SSO était justifié ou s'il y avait eu une quelconque interférence politique dans cette transaction. La police démantèle un gang de voleurs de voitures de location. La police a démantelé un gang ayant volé au moins 50 voitures de location, utilisé de faux documents pour immatriculer les véhicules et les avoir ensuite revendus sur Internet. Ce gang aurait fait circuler plus de 40 millions de bas dans le cadre de ses activités illégales. 8 des 9 suspects, dont 4 femmes, visés par des mandats d'arrêt ont été arrêtés, a déclaré jeudi le général de division Konkri Lotsitikin, commandant de la division de la police autoroutière, HPD. Les 9 suspects ont été identifiés par la police comme étant Fatarada, 32 ans, Taratep, 32 ans, Shokshana, 66 ans, Ranfé, 30 ans, Waru, 26 ans, Ratanafon, 35 ans, Sipawin, 32 ans, Ramwirin, 30 ans, et Shewa, 39 ans, a précisé le général Konkri. Monsieur Waru est toujours en fuite, a-t-il ajouté. Ils sont recherchés pour des accusations de détournement de fonds, de falsification de documents, d'utilisation de faux documents et de fourniture de fausses informations à des fonctionnaires de l'État dans le but d'obtenir illégalement des documents officiels, a-t-il déclaré. Les 8 suspects ont été placés en détention mercredi, a-t-il précisé. Madame Fatarada et Monsieur Taratep seraient les cerveaux du gang, supervisant et finançant l'opération illégale, tandis que Monsieur Shokshana, Madame Ranfé et Monsieur Waru étaient chargés de louer des voitures et de les voler, a indiqué le général Konkri. Madame Ratanafon et Monsieur Sipawin étaient responsables de la falsification des documents afin d'immatriculer les voitures volées sous d'autres noms et d'obtenir de nouvelles plaques d'immatriculation. Madame Ramwirin s'occupait de publier des annonces de vente de voitures d'occasion sur les réseaux sociaux et de trouver des acheteurs, tandis que Monsieur Shewa livrait ensuite les voitures aux acheteurs. L'enquête sur ce gang a été lancée en décembre après qu'une propriétaire d'entreprise de location de voitures dans la province de Chachoems-Sao a déposé une plainte auprès de la police locale. Elle a signalé qu'une de ses voitures de location avait été volée. Plus tard, elle a découvert que la voiture avait été dotée d'une nouvelle plaque d'immatriculation et d'un nouveau numéro d'enregistrement. L'immatriculation avait été effectuée à Nakompatom, ce qui l'a poussé à appeler la hotline de la police autoroutière pour obtenir de l'aide afin de retrouver la voiture volée, a déclaré le lieutenant-colonel Totsafon Kitilap, enquêteur en chef à la station de police autoroutière 3. Dans le même temps, la femme a poursuivi sa propre enquête privée. La réaffectation de la plaque d'immatriculation a été confirmée par l'application mobile du département des transports terrestres, DLT, a-t-il indiqué. La police autoroutière a ensuite sollicité la coopération du DLT, qui a découvert que de faux documents avaient été soumis pour appuyer la demande de nouvelles plaques d'immatriculation du véhicule volé, a déclaré le lieutenant-colonel Totsafon. Le 8 janvier, la police autoroutière a repéré la voiture volée quittant Nakompatom en direction du nord, ce qui a déclenché une poursuite, a indiqué l'enquêteur en chef. La voiture a finalement été interceptée à Tak, où l'acheteur a été placé en garde à vue pour être interrogé. L'acheteur a déclaré qu'il avait acheté la voiture pour 300 000 bahts sur Internet, a ajouté le lieutenant-colonel Totsafon. La Chambre des représentants thaïlandaise vote en faveur d'un assouplissement des restrictions sur la vente et la publicité de l'alcool. La Chambre des représentants thaïlandaise a voté massivement en faveur de l'assouplissement des restrictions sur la vente et la publicité de l'alcool, renforçant ainsi la volonté de libéraliser un marché considéré comme un moteur potentiel du tourisme et un soutien aux petites brasseries. Mercredi soir, les députés ont adopté les 2e et 3e lectures d'un projet de loi modifiant le contrôle de l'alcool, avec 365 voix en faveur, 3 abstentions et aucune voix contre.
La législation doit encore être approuvée par le Sénat conservateur. Parmi les changements majeurs, le projet de loi abroge un décret militaire tristement célèbre de 1972, qui interdit la vente d'alcool avant 11 h du matin et entre 14 h et 17 h. Le projet de loi assouplirait également les règles très strictes du pays en matière de publicité, permettant la promotion des boissons alcoolisées. La loi actuelle interdit l'affichage des noms ou des marques de boissons alcoolisées, ainsi que l'utilisation d'images de ces produits à des fins promotionnelles, rendant difficile pour les petites entreprises de gagner en visibilité. Les amendements visent à assouplir un « contrôle déraisonnable » afin de stimuler l'activité économique, a déclaré Shannon Rangtanakia, député du parti Pheu Thai et vice-président de la commission parlementaire chargée du projet de loi. L'interdiction initiale des ventes d'alcool en après-midi avait été instaurée pour empêcher les fonctionnaires de boire pendant leurs heures de travail. Cette initiative intervient alors que le marché des boissons alcoolisées, longtemps dominé par un duopole composé de Thai Beverage Plc, coté à Singapour, et de Boon Road Brewery Co., connaît une ouverture progressive. Plus tôt cette année, les législateurs ont également adopté une loi visant à promouvoir la production de spiritueux par des microbrasseries et de petites distilleries. La Thaïlande, une destination touristique majeure, prend plusieurs mesures pour renforcer son attractivité. Elle est le seul pays d'Asie à avoir légalisé le cannabis, et envisage également de légaliser les casinos. Le mois dernier, la première ministre Paetongtarn Shinawatra a déclaré que le gouvernement examinerait plusieurs restrictions liées à l'alcool susceptibles de nuire au tourisme. Cela inclut l'interdiction de vendre des boissons alcoolisées lors des jours saints bouddhistes et via les canaux en ligne.